Et vraiment, merci Lamine de venir au Café Lille aujourd'hui. On parle d'un sujet qui est un sujet absolument capital autour duquel tourne l'intégralité des acteurs de santé. C'est la solidarité qui peut exister entre les différents acteurs par rapport à l'offre de soins. Et en particulier, comment on peut créer de la valeur en unissant des compétences et en travaillant ensemble, quel que soit le statut, par exemple, dans les établissements hospitaliers en particulier, parce que cette séparation, cette espèce de vision de l'hôpital et de la ville, et à l'intérieur de l'hôpital, du privé non lucratif et puis de l'hôpital public, ça crée des scissions, ça crée on va dire des oppositions qui sont reprises en particulier par les décideurs, qui en jouent avec une certaine forme de cynisme d'ailleurs, et qui font qu'au bout du compte, en ce qui concerne la population, elle ne bénéficie pas au top de ce que la mission de service public qui est faite par l'intégralité de ces acteurs puisse lui apporter. Donc, il va falloir qu'on puisse dégager de nouvelles voies sur cette coopération entre les acteurs, la ville, l'hôpital, et à l'intérieur du monde hospitalier, les différentes familles d'établissements. Quand on voit par exemple la spécificité d'une fédération Communicancer sur son domaine de compétences, on parlait hier d'innovation avec l'ISALTER. S'il y a bien des établissements qui portent des compétences particulières et qui peuvent participer au projet de recherche, dans l'oncologie, c'est bien cette fédération. Donc voilà, la parole est à toi avec on va dire cet angle qu'on a décidé de prendre. Je sais qu'il t'est cher, celui de comment on va tous travailler ensemble pour réussir un système de santé qui, à l'heure actuelle, est plutôt un peu dans la panade. Oui, merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que de tous ceux que j'ai pu voir, on est familiers, on se connaît depuis de nombreuses années. Donc, je ne vais pas reprendre la présentation de qui nous sommes parce qu'on le sait. On sait qui nous sommes et on sait tout le maillage du territoire et toute l'envie que nous avons de participer à ce service public hospitalier. Alors, c'est vrai que quelle solidarité entre acteurs de l'offre de soins, c'est vraiment un beau titre qui me plaît. Mais la période, elle est alors, toutes les périodes sont compliquées, hein, on ne va pas dire que c'est plus compliqué qu'hier, mais c'est vrai que je constate, moi, sur le terrain, un éclatement total de cette solidarité qu'il y a pu y avoir pendant ce drame de la période Covid. Pendant ces années 2020, 2021, un petit peu 22, il y a eu jusqu'à janvier, février des tensions hospitalières. Pendant ces années, on a vraiment été présent sur les territoires. Et je dirais, en tant que président de fédération, c'est peut-être dramatique ce que je vais dire, mais on est arrivé pendant cette période à exister. Voilà, à exister. Alors, à exister comment? À exister parce que, pour une fois, je vais... Bon, vous me connaissez, mes propos sont quelquefois un petit peu directs. Pour une fois, j'ai eu le sentiment que vis-à-vis des pouvoirs publics, nous existions. Voilà, nous existions. Nous existions et nous n'étions plus que des données factuelles, c'est-à-dire je prends en charge 9 millions de patients, je fais 55% de la chirurgie, etc., etc. Des données statistiques froides qui ne parlent à personne, en fait, à personne. Parce que si nous n'étions pas là, et je salue surtout parce que aujourd'hui, c'est le président de fédération qui parle, mais le président de fédération sans les médecins, voilà, qui sont, je dirais, les vecteurs de qualité. Hein. C'est toujours le sens de mes propos. Ce sont les médecins qui sont, pour moi, la qualité de l'hospitalisation privée. Bien sûr, on met à leur disposition les moyens dont ils ont besoin, mais c'est eux, vraiment, qui sont la qualité. Et pendant cette période-là, voilà, je me suis senti utile, même si, vous le savez, je suis président de fédération, mais je suis aussi président de groupe, d'établissements de santé, donc je suis vraiment terrain et au quotidien sur l'ensemble des thématiques. Il y a un petit écho, voilà, il y a un petit écho vous ne pouvez pas le voir parce qu'il y a un fond d'écran, mais je suis dans un lieu magnifique et totalement anachronique à la vie parisienne et tu as bien la chance de travailler
dans ce lieu. Donc voilà, je me suis senti utile et en phase avec les autres fédérations, ce qui est rare. Mais la nature ayant horreur du vide, je dirais, et c'est pas de mon fait. Chacun a repris un peu ses positions à la con, il faut le dire, positions à la con, où chacun est là pour défendre son précaré et expliquer que s'il n'y arrive pas, c'est pas de sa faute. Voilà. Moi, si j'y arrive pas à faire quelque chose, ben, c'est de ma faute. Si je me trompe, si je me plante, ben, je me dis, voilà, j'ai loupé quelque chose. Et là, je constate, moi, que c'est ben, l'hôpital public, voilà, ils ont moins 3, moins 4% d'activité, ils n'ont pas de personnel. Et pourtant, quand on compare factuellement les chiffres, ils ont augmenté, je dirais, les effectifs de plus de 4%, voire 5%. Ils ont augmenté les effectifs. Et ils n'arrivent pas à travailler. Bon, nous, on a travaillé plus. Et aujourd'hui, en termes d'équilibre, c'est vrai qu'on est un peu maltraité. Voilà. On revient dans la maltraitance institutionnelle. Et nos ministres, hein, parce qu'on a la chance d'en avoir 2, voire 3, avec le médico-social, ben, je les trouve un petit peu absents. Voilà, un petit peu absents. Un exemple sur le médico-social, sur je sais pas, c'est pas une entreprise de destruction du secteur privé, mais pas loin peut-être. Sur le médico-social, bon, il y a une loi, un grand âge qui va arriver, et le ministre Combe, voilà, il a des difficultés économiques pour budger sa loi et l'ambition qu'il porte à sa loi pour nos aînés, ben, il n'a rien trouvé de mieux que, c'était le week-end dernier, de sortir, d'écrire un amendement sur le fait que nos établissements, donc médico-sociaux, nos maisons de retraite, devront, pardon, restituer 10% de leurs bénéfices. Voilà. Donc, tu travailles, tu payes tes impôts, hein, tu es à jour de l'ensemble des droits et des devoirs que notre beau pays nous oblige, et bien, tu as 10% qui vont revenir. Alors, non pas, au début, on pensait que c'était une caisse de solidarité, que c'était, je dirais, un pot commun pour financer la loi. Non, ça va revenir sur ton établissement. Alors, c'est-à-dire qu'on va payer toutes les taxes et les impôts, il va y avoir 10% net, et puis on va les réintroduire. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, ça me rappelle un temps noir, hein, il y a quelques années aujourd'hui, qui était cette notion de bénéfice raisonnable dans la santé. Voilà. Je trouve que c'est totalement anachronique et ça n'incite pas à développer ce qui fait notre force, c'est la médecine libérale, c'est l'hospitalisation privée avec ces 2 vecteurs je dirais, de qualité et de production de soins. Et c'est vrai que moi, je suis un peu chafouin en ce moment depuis quelques jours. Voilà, ça fait ouais, quelques semaines. On se dit, bon, voilà, le CNR lancé au Mans au mois d'octobre, magnifique, plein d'espoir. On n'en parle plus trop. Il y a une restitution, je crois, lundi prochain. Bon, voilà. Il y a une SNS qui a été annoncée sur 10 ans. Bon, à nos âges, 10 ans, ça paraît long. Hein. Ah, ça, oui. Olivier, voilà. Je ne sais pas quel âge on aura. Mais ça va être peut-être compliqué. Et puis tout ce qui est à 10 ans, pour moi, n'a pas de sens. Donc, on est un petit peu entre deux. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est de retrouver, je dirais, du sens. Et vous savez, je milite pour ce service public hospitalier, service public de santé, où tous les acteurs seraient associés. Notre président, qui sera d'ailleurs à Ganges demain, j'ai eu peur qu'il vienne à la clinique parce que j'ai été contraint, certains sont au courant, de suspendre l'activité de ma maternité. Et je me suis dit, tiens, il va venir à Ganges sur les territoires pour expliquer que la ruralité, on doit maintenir les services publics. Non, en fait, il vient pour l'école. Donc, ce sera un autre déplacement. Mais par contre, il a annoncé que 600 000 de nos concitoyens n'avaient pas de médecin traitant pour prendre en charge les affections de longue durée, qu'à la fin de l'année, il y aurait un médecin pour ces patients-là. Ça relève de la magie, peut-être. Bah, non seulement ça relève de la magie, mais quand on voit ce qui s'est passé avec la convention et la façon dont elle a été négociée, Oui. on se demande comment l'assurance maladie va avoir le pouvoir, entre guillemets, d'attirer autant de médecins sur un objectif aussi essentiel. C'est mal parti quand même.
Donc voilà, ça relève de la magie. Sur la permanence des soins, vous savez, nos établissements participent à la permanence des soins. Je prends un autre exemple qui est éclairant pendant la mission, avant que notre ministre François Braun soit nommé à son poste, il y avait la mission Flash. Hein, bon, ça passe tellement vite qu'on oublie, mais comme on crante ce qui se passe, on s'en rappelle. Donc la mission Flash, c'était pendant l'été à venir, notamment la rémunération ou l'indemnisation de nos médecins urgentistes les nuits sur de la PDSES, la permanence des soins établissements de santé. Très bien. Pour une fois, on y était. Ils y étaient. Donc on avait milité avec eux, ils y étaient. On est au mois d'avril. Nos médecins n'ont pas été indemnisés sur l'été dernier, encore aujourd'hui. Voilà, encore aujourd'hui. Donc là, je trouve que c'est purement et simplement scandaleux que il y a un petit. Ouais, tu vas couper. Quelqu'un doit avoir un Voilà. micro ouvert. Voilà, là, tu as coupé tout le monde. Je trouve que c'est purement scandaleux, c'est un manque de respect de ne pas être en mesure aujourd'hui d'indemniser nos médecins pratiquement 8 mois après. Alors, c'est tellement complexe que ça s'appelle le FIR, vous le savez, ça va, je dirais, sur les caisses primaires et puis bon, un tableau de garde qu'il faut renvoyer. C'est totalement anachronique. Une autre déception actuelle, c'était le décret, je change de sujet, mais ça en fait partie, le décret dit de dérogation. On était vraiment très attentifs à la sortie de ce décret de dérogation, parce que naïvement, peut-être, on se disait, voilà, on n'a plus de pharmaciens. Je suis moi-même obligé de reprendre, ce n'est pas une obligation complexe, mais de me réinscrire à l'ordre pour pouvoir, je dirais, faire bénéficier de mon diplôme sur certains de mes établissements. On n'a plus de pharmaciens et pour accéder au titre de pharmacien d'usage intérieur, nos fameuses PUI, il faut aujourd'hui avoir un DES, c'est-à-dire qu'il faut être interne. Bon, il n'y en a pas. Et donc, on pensait que cette dérogation, ce décret dérogatoire, nous permettrait d'embaucher des pharmaciens, ce n'est pas dégradant, être docteur en pharmacie, bac plus 6, pour gérer des PUI, ça me semble avoir la compétence nécessaire. Eh bien, ce décret dérogatoire ne peut pas déroger à la loi. Alors, si tu ne peux pas déroger à une loi, tu déroges à un règlement. Mais les règlements sont quand même assez mineurs et ce n'est pas ça qui va nous faciliter la tâche au quotidien. Donc, on est un peu déçus, même grandement déçus. Ensuite, il faut quand même être positif et se dire que l'ensemble des fédérations, l'ensemble des établissements œuvrent, je dirais, pour ce service public hospitalier. Notre ministre en parle souvent, on ne doit plus travailler en silo. Agnès Buzyn le disait, hein, Olivier Véran, un peu moins parce qu'il était pris par la crise, mais Agnès Buzyn, quand elle est arrivée, notamment à Cham, elle avait fait vraiment un discours fondateur, je dirais, sur la bienveillance et la bientraitance des professionnels. Pas parce que Catherine est là que j'en parle, parce qu'elle le sait, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais la bienveillance et la bientraitance. Donc, on essaie aujourd'hui, malgré tout, de se dire, il y a de l'inflation, il y a des tensions, il n'y a plus d'infirmières, plus beaucoup, les pratiques médicales ont changé, nos jeunes qui sont formés de fort belle manière, aujourd'hui veulent travailler différemment, on doit s'adapter. Mais on peut se dire que le temps où l'hospitalisation privée était, je dirais, sacralisée comme faisant partie du paysage hospitalier est un peu derrière nous. Et il faut en parler également, la financiarisation. Il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de cette financiarisation. Ben, moi, ça commence un petit peu à me fatiguer parce qu'elle a toujours existé. Que ce soit l'actionnaire que je suis, moi je n'ai pas d'associé, je n'ai pas d'actionnaire, je n'ai pas de fonds de pension, mais je suis financier. Je suis financé par des banques et j'ai un compte d'exploitation et une entreprise à gérer. Donc que ce soit l'indépendant ou le groupe, c'est la même difficulté, la même contrainte. Donc cette financiarisation me fatigue parce qu'on n'est pas des bénévoles. Tous. On travaille pour avoir une rémunération, donc on n'est pas des bénévoles. Donc, qui que ce soit, même le monde hospitalier, n'est pas dans le bénévolat, et heureusement. Donc voilà, ce que je voulais dire en termes d'ambiance, mais avec l'équipe du 106, avec Béatrice, avec Christine, avec Bertrand, et puis l'ensemble des différents pôles, on est heureux de faire ce métier.
Alors, président de fédération, c'est pas un métier, hein, c'est une passion. C'est une passion. Bon, mon métier, c'est d'être dirigeant d'établissement et de faire en sorte que mes établissements, mes médecins, c'est un peu paternaliste de dire mes médecins, je crois que c'est un peu désuet, mais que les professionnels qui travaillent, oh, Béatrice commence à me regarder avec des gros yeux, non, c'est pas désuet. Donc, mes médecins, mes collaborateurs, mes salariés, soient dans de bonnes conditions pour travailler. Et cette différence qu'il y a lorsqu'on est sur un plateau ou télé ou une conférence et de dire que tout va mal, etc. Quand moi je me promène dans mes établissements ou d'autres établissements de ma fédération, je ne ressens pas sur le terrain une grande détresse, une grande lassitude. Il y a des difficultés, mais je ne ressens pas ce que je peux lire, entendre et voir à la télévision ou dans la presse ou les émissions radio et la réalité. Je trouve que ça se passe plutôt bien, que les patients qui viennent et nous font confiance sont soignés et dans des conditions, je dirais, relativement apaisées et apaisantes. Je pense qu'aussi, quand on a en charge d'une fonction, une fonction de planification, et puis si nous, qui sommes en charge, je dirais, de la refonte du système de santé, on explique que ça ne va pas et que c'est pas bien et qu'on n'y arrive pas, mais peut-être se dire qu'on ne fait pas bien notre job aussi de réflexion, On peut se mettre en cause. on peut se remettre en cause et de dire, quand on regarde le chemin parcouru, on a maintenant, c'est vrai, un âge où on peut avoir entre 20 et 30 et 40 ans de recul, on se dit, ben, on a fait des super choses. On a fait des super choses. On voit toujours le moment, la tension où on est un peu en difficulté. Et moi, j'ai envie un peu de me dire, voilà, il faut qu'on continue, qu'on ne lâche pas ce service public hospitalier. Moi, en 2014, c'était pour moi, lorsque la loi Touraine est sortie, c'était pour moi un temps d'arrêt, vraiment un temps d'arrêt, et on est pratiquement 10 ans après, et on le paye, parce qu'on a été exclu. Et quand on exclut une force aussi forte, aussi puissante, pardon, que 50 000 médecins libéraux, je suis désolé, c'est pas possible. Que 150 000 salariés, c'est pas possible. On ne peut pas nous exclure. Et je garderai, moi, de la période des 3 dernières années, un seul chiffre, c'est 25% des patients qui étaient en réanimation pendant la période Covid étaient dans des lits du privé. Et que sans nous, Aurélien Rousseau, qui était à l'époque directeur de la RS Île-de-France, l'a écrit dans son livre, je dirais, de synthèse de cette période folle, que sans le privé, ça ne passait pas. Donc, je retiendrai ce côté positif. Mais alors, je suis complètement d'accord avec ton diagnostic. On est en face d'une situation qui est quand même tout à fait paradoxale. Pendant la crise, parce que au départ, les choix ont été faits d'une préférence très nette aux solutions étatiques, et que tout ça, ça s'est soldé par un échec total dès le début enfin 3 mois après, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. Donc il y a eu des phénomènes dérogatoires qui ont été mis en place, des solutions, on va dire, entre guillemets, d'exception, mais qui correspondaient à des choses de simplification administrative extrêmement efficaces. On a retrouvé une union des professionnels sur le terrain. Et maintenant qu'on n'a plus de crise, en fin de compte, on a une crise pire parce que la crise est à l'intérieur de l'hôpital et on retrouve ces clivages, on retrouve ces différences de statut, on perd cette union sacrée entre la ville, l'hôpital, l'hôpital public, l'hôpital privé, l'hôpital, les ESPIC. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver quelque chose? Parce que si on regarde le 14 du Ken, je suis désolé, mais tu es un peu dans une scène colère, et moi aussi en tant qu'observateur. L'équipe ministérielle, franchement, c'est pas à la hauteur des enjeux. Par rapport à ce qu'a dit le président de la République il y a quelques jours, je ne sais pas comment il va faire. Parce que en dehors de la ministre déléguée qui s'occupe des professionnels de santé et qui mouille la chemise, qui va sur le terrain, qui rencontre des établissements et tout ça, on a l'impression que le reste du cabinet, en gros, il faut prendre une moustiquaire et un casque colonial pour sortir de Paris. Alors, sur un exercice difficile d'une visio avec nos amis en face, tu comprendras que je réserverai mon appréciation sur les acteurs de l'avenue du Quai. Je ne suis qu'observateur. Voilà. Mais si tu veux, voilà, je vais avoir une parole beaucoup plus apaisante et apaisée parce qu'il peut m'arriver, tu le sais, de me lâcher. Mais voilà, quand j'arrive à voir qui est en face,
c'est beaucoup plus simple de pouvoir avoir des clins d'œil et de faire passer certains messages. Tu l'as dit sur l'interrogation, sur le service de réanimation, au plus fort de notre souffrance collective, on a pu avoir, avec nos amis du monde associatif, la FEAP, on a pu avoir une centaine d'autorisations de réanimation dérogatoire en 8 jours ou 10 jours. Comme je disais souvent, d'habitude, il faut 10 ans pour avoir une autorisation et 10 ans pour avoir un non. Voilà, pas pour avoir un oui, 10 ans pour avoir un non. Que reste-t-il aujourd'hui de ces 100 autorisations dérogatoires? Alors, certaines étaient éphémères, je dirais, un petit peu comme les plages. On les voit arriver sur. Vous savez que je suis sur le bordure méditerranéen, on les voit arriver, elles se montent et puis après elles disparaissent. Donc les réanimations étaient un peu dans le même type. Certains n'ont pas voulu continuer pour des questions, bien sûr, de, 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 de densité médicale aussi et de matériel et puis de locaux et d'infrastructures. Donc certains ont arrêté naturellement. Mais bon nombre des copains ont voulu sanctuariser ces réanimations. In fine, je pense que sur le territoire, il y aura entre 3 et 5 services de réanimation privés qui vont être sanctuarisés. Entre 3 et 5. Alors, je prends l'exemple de la Bretagne. Il n'y a aucun service de réanimation privée. Aucun. Il y a 2 cliniques qui déposent, qui ont une activité de réanimation provisoire. On leur refuse la sanctuarisation. En Bretagne. Il y a d'autres territoires où le pouvoir central ou régional, issu peut-être du pouvoir central, et là je rejoins ton analyse sur l'abus du Ken, refuse clairement d'octroyer au privé ces services. Les internes, sur la formation des internes, c'est pareil, ça ne bouge pas. Moins d'1% des jeunes médecins sont dans le secteur privé dit lucratif. Alors que notre champ de compétences en médecine, en chirurgie, en psychiatrie, en rééducation est immense. Et combien de jeunes, mais ils ne le savent pas, auraient des terrains de stage d'une grande qualité, grande qualité. Donc oui, bien sûr que les difficultés que nous avons aujourd'hui sont complexes. Alors notre ministre, François Braun, il a quand même, je dirais, il doit affronter 3 crises. Et si on regarde ce qui s'est passé, il s'en est bien sorti. L'été dernier, on avait dit que les urgences allaient être apocalyptiques, enfin que ça s'est bien passé. On a passé l'été. La bronchiolite a été, voilà, là aussi, tiens, sur les urgences pédiatriques. Bon nombre de copains ont des urgences pédiatriques, mais ils ne sont pas reconnus. La bronchiolite est passée. La fin d'année, on avait dit, c'est vrai qu'avec les tensions, tu l'as très bien dit, de la médecine libérale, liée à la convention, hein, qui a été soldée par un échec incroyable, Incompréhensible. Incompréhensible. La fin d'année serait aussi apocalyptique. C'est passé. La loi Rist, début avril, on va en parler, je pense. On soutient cette loi. On soutient cette loi. Et je prends un exemple sur les relations. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de membres de la FHF autour de cette matinée, mais on essaye du mieux que l'on peut d'encadrer, je dirais, les difficultés que nos copains ont. Et il y a un établissement en Aquitaine qui avait fait passer une annonce sur, je dirais, une rémunération de 2 000 € pour 24 heures. Ça a fait le tour des cabinets ministériels, ça a fait le tour de Matignon, ça a fait le tour de l'Élysée. On m'a appelé pour me dire, voilà, tu ne joues pas le jeu, il y a une clinique qui, je dirais, les pauvres, n'étaient pas forcément au fait du changement au 1er avril parce que c'était des annonces anciennes, se sont retrouvés, je dirais, au banc des accusés. Et de l'autre côté, on le sait, mais je n'arrive pas à en avoir la preuve, mais je me délecterai d'avoir cette preuve. Que pour contourner la loi RIS dans les hôpitaux publics, ben, c'est 1 390 € par garde de 24 heures. Ils en mettent 2, ils en mettent 3, et le médecin n'en fait qu'une. Il touche 2 à 3 fois. On le sait, il y a des abus, mais ces abus-là sont pour moi à la marge. Et si on commence à regarder ce que fait mal le voisin, on n'en finit plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt collectif et général. Donc cette loi RIS, nous, on la soutient. On essaie vraiment de faire en sorte que l'on puisse avoir une rémunération qui soit logique, normale et pas totalement dénuée du bon sens économique. Je regrette aussi, là aussi, on n'est pas concerné par cette loi RIS. C'est-à-dire que réglementairement,
Oui, sur l'intérêt médical, pardon, excusez-moi, oui, j'ai pas, bien sûr, je suis tellement dans le, oui, je suis tellement dans le vif de cette thématique-là en ce moment que je n'ai pas précisé que c'était sur l'intérêt médical, pardon, bien sûr. On n'est pas concerné réglementairement, on est exclu de ça. Donc, nous, on peut faire ce qu'on veut, hein. Donc, si tu veux, l'établissement qui avait proposé 2000 euros, d'ailleurs, il a retiré l'annonce, hein, et qui proposait 2000, il n'était pas hors la loi, on n'est pas concerné. Alors, pourquoi ne sommes pas concernés? On nous dit tu dois avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, enfin, c'est ce que je souhaite, même droits, même devoirs que l'hôpital public, c'est ce que je porte. Et puis quand on demande à avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs, on exclut. Donc ce qui veut dire que nous, on est dérégulés. Mais non, on n'est pas dérégulés. Merci pour cet éclairage, Lamine, parce que au Café Nil, on aime bien les propos qui ne sont pas des langues de bois. Et donc, aujourd'hui, on a eu un bel exemple. Et je crois que c'est de temps en temps, il est assez sain que nos gouvernants et nos décideurs prennent conscience aussi qu'il y a des doxas, des espèces de constructions intellectuelles qui prévalent dans ce pays depuis des années, qui, au vu des transformations de la société, n'ont plus de valeur, n'ont plus de contenu, n'ont plus de sens, et que ça n'a même plus de sens pour les gens qui travaillent à l'intérieur. Dire que le jour où on passera de cette notion de service public à la notion de service au public, je pense qu'on aura fait un grand pas, dans le sens où, à ce moment-là, tout le monde sera tendu vers le même objectif, qui est celui d'aider les populations sur le terrain. On n'est pas là pour essayer de voir si le statut d'un hôpital public ou le statut d'un hôpital privé introduit des différences de rémunération ou autre, sous prétexte qu'on part d'un principe qui est que c'est d'abord l'hôpital public et puis des supplétifs derrière. Et ces supplétifs, quand ce n'est pas l'hôpital public, quand ce n'est pas l'hôpital privé, c'est la médecine de ville, par exemple. Donc, et quand je parle de la médecine de ville, je parle de tous les professionnels de santé. Donc, on est dans une logique qu'il va falloir casser, qui est celle d'arrêter de penser par statut pour penser à un grand service au public qui puisse embarquer l'intégralité des professionnels. Et pour moi, la notion de solidarité, c'est celle-là. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à la séance des questions-réponses. On a déjà 4 questions. Alors, même si je vous connais tous par cœur, voilà, vous mettez votre caméra, vous vous présentez, vous posez votre question, et après, vous éteignez votre petite main jaune pour que je puisse passer à la question suivante. Benoît. Merci Olivier et Lamine d'avoir d'abord accordé vos couleurs de tenue, ce qui fait qu'on voit que venant d'horizons différents, on peut quand même tout à fait être harmonieux. Bon, Lamine, on a l'habitude souvent d'échanger et de s'interroger, j'allais dire mutuellement, moi plus souvent un peu comme Olivier aujourd'hui, mais tout ce que vous avez dit tous les deux d'ailleurs depuis le début m'amène quand même à répéter ce qui devient une obsession chez moi, mais je crois que l'échec de la Convention, les difficultés post-Covid auxquelles des établissements se retrouvent confrontés, mais aussi d'ailleurs les privés et les non lucratifs, m'amène à penser qu'on ne met pas. Il y a 2 chantiers fondamentaux qu'il faut mettre sur le terrain, c'est le statut du médecin et le terrain. Chacun sait que je porte l'idée d'un statut unique. D'ailleurs, le mot statut est peut-être pas le mieux adapté, puisque dès qu'on parle statut, les libéraux pensent qu'on va vers du salariat, et dès qu'on parle contrat, les salariés pensent qu'on va vers du libéral. C'est bien pour ça qu'il faut absolument mettre sur le chantier cette idée d'une rémunération non pas commune, mais en tout cas avec les mêmes fondements dans le privé et dans le public, ce qui fera disparaître et qui facilitera, ce qui fera disparaître une partie des différences, mais qui facilitera surtout les passerelles. L'autre question que j'ai entendue aussi, et tu l'as illustré par la Bretagne, c'est que, et là c'est l'ancien directeur d'ARH il y a maintenant presque 20 ans qui parle, j'ai l'impression que la façon de façonner les territoires aujourd'hui est beaucoup plus compliquée qu'il y a 20 ans, et plus le fait des normes
excessive qu'on a aujourd'hui dans le Code de la santé, qui émane pour la plupart de l'avenue de Ségur, que d'une juste appréciation des territoires et surtout d'une capacité des hommes et des femmes sur le terrain de passer de vrais contrats humains et de progrès. Voilà mes deux remarques, le statut et le territoire. Oui, Benoît, sur l'échec conventionnel, moi, je ne me prononcerai pas parce que je ne suis pas, enfin, je suis concerné, bien sûr, mais je ne suis pas partie prenante, pardon, cherchez le mot. D'ailleurs, nous aussi, on souhaiterait vraiment avoir une convention avec l'assurance maladie parce que ça nous permettrait un peu, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette notion de contrat pluriannuel, hein, où on avait pendant 3 ans, et c'est vrai que c'était les Buzyn qui, on l'avait monté en 3 semaines, un mois, et pendant 3 ans, on avait une lisibilité sur nos tarifs, sur les volumes. Donc, ce serait un peu une convention. D'ailleurs, ce qui a été arrêté, on devait reprendre cette convention, ça a été arrêté. Là, on nous annonce hier à la DGOS des travaux qui vont reprendre pour l'été, mais on va déjà perdre 1 an, voire 2. Alors oui, le statut unique, tu as totalement raison, Benoît, j'en ai pas parlé, mais moi, j'en rêve. J'en rêve que nos médecins, si tu veux, parce que on le sait, les médecins, les médecins publics n'arrêtent pas, ou leurs représentants, peut-être plus les directeurs, n'arrêtent pas d'expliquer que les différences de rémunération entre le monde libéral et le monde public est indécent. Moi, ça me fatigue parce que si tu commences à regarder dans le détail, si tu veux, bien sûr, si tu compares le chiffre d'affaires du médecin libéral, qui peut paraître, je dirais, important, mais lorsque tu enlèves ses frais professionnels, sa secrétaire, son aide opératoire, ses locaux, son matériel, etc., in fine, net, il reste quelquefois moins que des statuts publics. Donc, il faudrait qu'on arrête de se dire que c'est mieux ailleurs et qu'on puisse, voilà, matin je suis à l'hôpital, l'après-midi à la clinique ou l'inverse, peu importe. Ça rejoint aussi les internes. Sur la médecine salariée, alors c'est vrai que c'est un peu nous hein, qui, en 2008, avec la loi Bachelot, avons, je dirais, sollicité, souhaité que certains de nos médecins soient salariés. Et on m'avait à l'époque expliqué que j'étais le fossoyeur de l'hospitalisation privée et que on perdrait toute la dynamique. Bon, j'étais persuadé que ça ne serait pas le cas parce que ça ne touche que les spécialités cliniques, voilà, en médecine, notamment médecine gériatrique, médecine interne ou rééducation, des spécialités cliniques. Les spécialités techniques, ça n'a pas, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas eu de chirurgien salarié chez nous, ou très peu, très peu. Par contre, moi, je vois apparaître, et ça m'interpelle, en service d'urgence, bon nombre de médecins aujourd'hui souhaitent être salariés, et pour nous, c'est une difficulté parce que il y a un transfert, je dirais, non pas d'autorité entre le directeur et le médecin, mais tout de même un peu. C'est-à-dire que si le médecin est salarié, son patron, c'est le directeur d'établissement. Bien sûr, l'indépendance ordinale, la déontologie, l'autonomie, je dirais, évidemment, je ne parle pas de... C'est pas, mon but n'est pas d'encadrer les pratiques médicales, mais c'est de dire, voilà, le planning, eh bien, tu viendras tel jour, telle heure. Et ce qui fait la force, et un souci de moins pour nous, directeurs, c'est les plannings. Bien sûr. Les plannings, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours connu mes chirurgiens qui s'organisaient entre eux pour avoir une continuité, une permanence, et je n'avais pas de souci 365 jours. Aujourd'hui, dans les services d'urgence, ben, le matin à 8 heures, si j'ai personne, j'ai personne. Parce qu'il y a, je dirais, peut-être, et le terme est fort, mais il y a un désengagement de la notion d'équipe sur certains territoires. Et je constate, mais pour moi, c'est impossible. Benoît, tu me contrediras pas en tant que directeur d'ARH, ancien directeur d'ARH, mais d'avoir des services d'urgence autorisés qui ferment la nuit en envoyant juste un mail à 19h45, ah, ce soir j'ai personne, je ferme. Pour moi, c'est un changement de mentalité effroyable. Parce que moi, l'autorisation, qui est, je dirais, un peu ma richesse, c'est mon autorisation. Ma seule valeur, c'est l'autorisation. Enfin, je ne parle pas de la valeur médicale, compétence médicale, mais ma seule valeur, mon seul actif, c'est l'autorisation que je possède. Et cette autorisation, moi, je la chéris. Je suis battu pour avoir des services d'urgence. Si, alors, ex-Languedoc-Roussillon, ce n'est pas Jean-Paul qui va me contredire, si on a 18 services d'urgence
privés, tu rajoutes Midi-Pyrénées, donc l'Occitanie, on a pratiquement le quart des services d'urgence privés sur cette région-là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, avec quelques copains, on s'est dit que, c'est ce que tu disais, si on ne répond pas à un besoin, une mission de service public que sont les urgences et la médecine gériatrique, on ne sert à rien. On ne sert à rien, bien sûr que non. On sert. Mais si tu veux avoir des compétences et des plateaux techniques de grande qualité sur les métropoles, on sait tous faire. Hein. Tu te mets sur Montpellier. Moi, j'ai des établissements excentrés. J'en parlais tout à l'heure à Ganges, Ganges, Bédarieux, Pézenas. Si je mettais tout ça à Montpellier, franchement, j'aurais plus de soucis. Hein. Mais je me dirais que je ne remplis pas ma mission de service public. Donc oui, statut unique, salarié des médecins avec une dérive sur les urgences qui m'inquiète. Et surtout, je dirais le fait qu'on s'habitue au pire. Voilà. Pour moi, de fermer l'établissement la nuit ou le dimanche ou le samedi était inconcevable. Inconcevable. Et c'est pour ça que je suis contrarié par ce décrédit dérogatoire. Moi, j'espérais, bon, vous le savez, que pour tenir un service d'urgence, il faut avoir une compétence de médecin urgentiste qui a été vraiment encadrée et ça va, je dirais, donner un entonnoir et une impossibilité à bon nombre de médecins de se mettre dans nos établissements. Je me disais, voilà, qu'un médecin docteur en médecine avec une compétence d'urgence. Voilà, quand un médecin généraliste est dans son cabinet, ben, il sait aussi si de l'appétence, avoir une activité d'urgence qui puisse venir nous donner un coup de main en renfort. Ben, ce degré ne le permettra pas. Donc, moi, j'ai expliqué hier à la DGOS que comme il n'y a pas de dérogation, on va continuer à désobéir. Voilà. Il faut désobéir parce que ce n'est pas possible aujourd'hui de ne pas avoir de pharmacien, ce n'est pas possible aujourd'hui de ne pas avoir de médecin, je dirais, qui puisse, avec un diplôme unique, fonctionner dans certains services. Bien sûr, ce n'est pas un médecin généraliste qui va aller au bloc opératoire, mais quand même, voilà, je pense qu'il faut simplifier. Alors, on va prendre tout de suite l'avis et la question de Bernard Huynh, parce qu'il est en deuxième position juste après Benoît. Et puis, je pense qu'un problème technique l'a repoussé à la 4e place. Donc, Bernard, si tu veux poser ta question. Bonjour. Benoît, si tu peux couper ta caméra. Merci beaucoup. Bernard, si tu veux mettre la tienne, c'est avec plaisir. Bonjour à tous les deux. Donc, merci de cet exposé. Donc, je pense que effectivement, il y a de la maltraitance pour l'hospitalisation privée, mais quelquefois en cascade, il y a aussi de la maltraitance vis-à-vis des praticiens dans certains établissements. Et je pense qu'il y a une occasion de rétablir une sorte d'homogénéité entre les dirigeants des cliniques et les médecins qui y participent. C'est les autorisations, parce que là, c'est une maltraitance commune. Les autorisations d'activité, actuellement, il y a des textes qui tombent régulièrement et qui sont globalement en défaveur du privé. Je pense en particulier, par exemple, à l'obligation pour certaines activités d'avoir une réanimation. Et Lamine t'a bien dit qu'il n'y avait pas de réanimation en privé. Et donc là, il y a vraiment un chantier commun sur lesquels des équipes hospitalisation privée administrative et hospitalisation privée médecin pourraient utilement coopérer et recréer un peu un objectif commun. Oui. Alors, la maltraitance, je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Est-ce que c'est de la maltraitance directoriale, managériale? Managérial, les managers sont maintenant les mêmes que ceux qui étaient dans l'hospitalisation publique et ils traitent les médecins comme ils les ont traités dans le public, quoi, dans certains établissements. Oui, je ne vais pas nier, ce que tu dis parce que on me l'a rapporté sur certains sites. Maintenant, moi, j'explique que le directeur qui se met à dos sa communauté médicale, il faut qu'il change de job, quoi. Voilà. Il faut qu'il change de boulot. Je veux bien qu'il y ait des ratios d'équilibre, des ratios. Moi, je suis aussi attentif, je dirais, aux pratiques au bloc opératoire en termes de dépenses. Voilà, l'open bar, c'est fini. Les labos aujourd'hui, pour donner un ancillaire, il faut se battre pendant des mois et des mois. Ils sont tous sous tension et sous contrôle, surtout sous contrôle. Donc, ce qu'il y avait comme largesse à l'époque est difficile. Mais enfin, bon, s'il y a des maltraitances, bon, c'est qu'ils n'ont rien compris, quoi. Et ça me nave. Sur les autorisations, oui, on a 50 services autorisés, à peu près 50-60. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu le drame de ce Covid,
on avait, nous, 600 lits de réanimation. Voilà, 600 lits versus à peu près 2500-3000 dans le public. Donc, on n'était pas du tout armé pour répondre à cette détresse épidémique. Sur les autorisations, oui, je suis en phase. Et d'ailleurs, tension à venir hein, sur. Alors, je ne sais pas si les amis radiologues ou des représentants de radiologues à venir, mais sur les produits de contraste. La DGOS, hier, nous a annoncé que les produits de contraste seraient inclus dans les forfaits techniques des scanners et des IRM. Alors, ce qui nous fait un petit peu sourire parce que c'est nous qui les fournissions pour nos malades hospitalisés aujourd'hui. Alors voilà, on va faire une économie. Mais une économie d'un côté, ça engendre une dépense de l'autre. Alors j'espère que, que nos amis radiologues pourront trouver un forfait qui permette, je dirais, d'inclure ces produits. Voilà, c'est un détail, mais ça illustre, je dirais, cette réglementation qui passe d'un côté et de l'autre sans tenir compte des intérêts ou de la défense des uns et des autres. Mais comment est-on arrivé à cette aberration totale qui est la perte de sens générale pour s'occuper de manière tatillonne d'un certain nombre de détails comme la question des produits de contraste qui se traitent au 14 du CAI? Il y a quelque chose que je n'arrive plus à comprendre. J'ai un autre exemple sur la folie administrative. Et là, je vais parler de mon cas, enfin de mon groupe. Ça illustre le propos. Je disais tout à l'heure que nos médecins urgentistes n'étaient pas rémunérés sur l'activité. Il y a aussi, donc c'est-à-dire que ça fait 8 mois qu'ils prennent Alors, en plus, c'est même pas des astreintes. Parce que tu peux dire une astreinte, bon, il y a un décalage. Mais là, ce sont des gardes de nuit qu'ils ont pris, ils ont effectué. Garde de nuit. Bon. Et puis, il y a l'autre volet, c'est la PDSES, c'est l'astreinte pour nos chirurgiens, orthopédistes, digestifs, anesthésistes. Et j'ai eu le cas, mais où un orthopédiste chez moi, il y avait plusieurs sites et il a pris une garde sur un site, mais il avait laissé son nom sur un autre site. Alors que c'était son confrère qui était sur l'autre site. La Sécu a démonté pendant des mois et des mois la fraude du siècle. C'est-à-dire que le praticien prenait 2 gardes sur 2 sites et il touchait 2 fois. Quand on a démonté l'ensemble de cette fraude exceptionnelle, ça concernait 7 jours. 7 jours sur l'année. Donc, il y a eu une mobilisation des services où on est passé, si tu veux, au banc de la grande fraude pour 7 jours. Et qui, en fait, n'était même pas 7 jours parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les praticiens s'arrangent. C'est-à-dire que, ah ben ce soir, je ne peux pas prendre la garde, tu me la prends. La bonne relation. C'est-à-dire que je ne suis pas là, tu me prends, ok, je te couvre, et c'est moi. Sauf que le tableau de garde qui est fait 1 ou 2 mois après ne tient pas forcément compte de la réalité du terrain. Donc voilà, c'est un exemple de la folie, je dirais, administrative de ceux qui ont peut-être plus de temps que nous, pour, pour nous emmerder. Voilà, je ne voulais pas le dire, mais je le dis. En tout cas, qui ont certainement, malheureusement, pas suffisamment de hauteur de vue par rapport aux enjeux. C'est ça. Philippe Auvray, présentez-vous parce que moi, je vous connais tous, mais tous ceux qui sont autour de la table virtuelle ne vous connaissent pas forcément. Et donc, ça permet d'avoir un éclairage plus précis sur les questions que vous posez. Bonjour Olivier, bonjour Lamine, donc Philippe Auvray, je suis directeur sur la région sud de centre de dialyse, appartenant au groupe Bepont-Davitom, pharmacien de formation, mais je n'ai pas le droit d'exercer dans mes fonctions parce que je n'ai pas 2 ans d'exercice en centre d'établissement de santé. Petite boutade que nous partageons avec Lamine. D'abord un coup de chapeau à toi Lamine pour tout ce que tu as fait pendant cette période de Covid et le dynamisme qu'il y a par rapport aux forces de proposition. Un constat dans toute cette démarche que tu as exprimée, Olivier, c'est malheureux de se dire qu'aujourd'hui, on a toutes ces différences et ces divergences alors qu'on a un seul payeur, l'assurance maladie. Et qu'au final, c'est la population française qui paye une désorganisation notoire basée aujourd'hui sur une organisation qui est quand même absolument abracadabrantesque, où il y a la priorité qui a été donnée à l'hôpital public. Et la crise Covid a bien montré avec les processus dérogatoires, que quand on travaille ensemble avec une simplification administrative et où tout le monde est mis sur le même niveau pour pouvoir prendre en jeu un enjeu de santé publique, on est vachement bon. On a été très bon.
Et tu le disais, ça a été la fiche de notre congrès de la FHP. Et si la crise permettait de créer ce nouveau système de santé, ben, on a tout. Et c'est ça qui est dommage de se dire, et c'est un constat un peu, un constat d'échec, de se dire qu'on a eu une situation extrêmement difficile en faisant évoluer, les statuts des uns et des autres, notre réglementation française, championne du monde, toutes catégories confondues, pour compliquer les choses et pas faire avancer les choses, on arrive à faire de belles démarches. Et je crois qu'aujourd'hui, on a peut-être un État qui est encore trop riche pour permettre encore ces blocages. Alors, est-ce qu'il va falloir que la crise, qui soit la crise de la pénurie de nos professionnels de santé, pas simplement médecins, mais également pharmaciens diplômés, infirmiers, aides-soignantes, jusqu'aux aides-soignantes, nous aide à sortir de cette fichue organisation et de système qui est complètement dépassé et obsolète, pour arriver à travailler effectivement tous ensemble dans l'esprit de ce seul payeur qu'est l'assurance maladie, en fonction des compétences. Et en plus, on voit bien que les médecins, quand on travaille, et moi j'ai quelques exemples dans la région où j'ai les deux extrêmes, avec des établissements où on peut extrêmement bien travailler, mais c'est le bonheur absolu pour les équipes médicales et les équipes soignantes, et ça donne envie aux gens de travailler, et on optimise les ressources. On voit qu'il ne manque pas grand-chose. Donc, si on pouvait se servir de cette crise et de ce qu'on a mis en place, ce serait génial. Voilà. Et encore un grand coup de chapeau à toi, Lamine, et merci Olivier pour l'organisation de cette thématique. Merci Philippe. Et c'est vrai, j'ai des adhérents qui sont sympas. Au moins, on est tous ensemble et ça fait plaisir parce qu'il y a une unité dans la profession. Ça n'a pas toujours été forcément le cas dans l'histoire de la FHP, mais il y a une unité et puis voilà, moi je sens que c'est agréable. Voilà, c'est agréable de porter la profession. Et c'est vrai que sur ton diplôme, hein, Philippe, on le voit à l'écran, hein, tu n'es pas diplômé comme moi de la session 2022, la promotion 2022, donc c'est un gâchis, quoi. Oui, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Voilà, c'est un gâchis, si tu veux. Pour moi, ça me. Enfin, je veux dire, le concours, on l'a passé, on a eu notre diplôme, notre doctorat, notre thèse, etc. C'est un gâchis. Voilà, que tu puisses pas, je dirais, engager ton diplôme parce que tu n'as pas 2 ans, parce que tu as fait autre chose, et parfait. Voilà, ça me rend fou, quoi. Voilà, ça me rend Et à fou. côté de ça, ça fait 15 ans que je gère des établissements de santé et je n'ai pas la moyen de passer ne serait-ce qu'une VAE pour obtenir une certaine forme d'aide vis-à-vis de ça. Donc, on est dans des systèmes technocratiques complètement US qui ne correspondent pas à la réalité de la pénurie des professionnels de santé que nous sommes tous. Je trouve ça dommage. Voilà. Mais ce coup de gueule me va bien. Donc, il faut continuer, hein, Philippe, on échange souvent. Il faut continuer à désobéir. Voilà. Hein. Et la pression que nous mettent les pharmaciens inspecteurs avec cette notion d'exercice illégal de la pharmacie et délit pénal. Mais comme je dis toujours, moi, j'essaie de montrer l'exemple dans mon action. Et pour la petite histoire, j'ai mon fils qui est diplômé, qui est docteur en pharmacie depuis 2 ans. Et je l'ai mis dans une PUI en renfort. Alors, bien sûr, comme il n'a pas les capacités, je dirais, réglementaires pour exercer titulaire de PUI, donc il y a un pharmacien qui est gérant, pardon, je cherchais le mot, de la PUI. Et même, si tu veux, en renfort, il n'a pas le droit. Et donc, je me suis, alors c'est vrai que ma position peut-être me permet de prendre certains risques calculés, mais j'ai la pharmacien inspecteur qui m'explique, écoute, tu ne peux pas demander à ton fils de prendre un risque pénal pour son diplôme. Mais je lui dis si, parce que sinon, on ne peut pas et on va fermer la PUI. Donc, il y a une pression, et je peux supporter cette pression de par, je dirais, peut-être mon âge ou ma position, mais je n'accepte pas, quoi. Tout ce qui est illogique, pour moi, tout ce qui est excessif n'a pas de sens, et donc j'invite toujours à désobéir. Et j'étais hier déçu parce que ce degré de dérogation, j'avais de grands espoirs. Tu rejoins en ça les propos de Guy Valencien qui avait fait un livre remarquable là-dessus qui disait que les médecins et les professionnels de santé doivent être transgressifs par rapport au système et pas se contenter simplement d'être, je dirais, pieds et poings liés à une démarche purement réglementaire qui prive du sens déontologique et éthique le cœur des professions. Alors, juste pour reprendre aussi le propos de Philippe sur le payeur unique, effectivement, on est tous
rémunérés par la solidarité nationale. Peut-être qu'il faudrait regarder, parce que j'avais abandonné ce combat ou cette idéologie de comparer le tarif des prestations entre le public et le privé. Certains m'enjoignent de reprendre ce combat, un accouchement en comparant vraiment, en incluant les honoraires des médecins, la biologie, etc., l'échographie. Voilà, un accouchement dans le public, c'est 3 000 euros, dans le public, c'est 3 000 euros, dans le privé, c'est 2 500 euros. Voilà. Peut-être que c'est vrai que si, et on a, nous, un déficit d'action vis-à-vis de Bercy, le grand argentier ou le grand garant de l'équilibre des comptes publics. Peut-être qu'il faudrait leur expliquer que l'assurance maladie, ça fait des années qu'on porte ce message, se comporte comme un acheteur et non pas un payeur aveugle. Mais c'est un combat qui m'avait valu les foudres des uns et des autres. Mais peut-être le reprendre pour expliquer que le privé dit lucratif, radioactif, est quand même vertueux en termes d'économie pour la santé. Alors, moi, je parle non seulement qu'il faudrait que vous le repreniez, parce qu'il y a des chiffres qui sont balancés par des médias qui ne correspondent pas à des vraies réalités. Puis la deuxième chose, on fait toujours un procès à Bercy, mais je trouve qu'il y a plus d'investisseurs à Bercy que d'investisseurs au 14 du Ken. Je trouve qu'on a plutôt un agent comptable au niveau du 14 du Ken qu'un agent comptable au niveau de Bercy. Donc, Ouais. je pense qu'il serait peut-être extrêmement intéressant de reprendre langue justement avec le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie, le ministère du Travail, qui a l'habitude de voir, je dirais, en intersectoriel, un certain nombre de faits qui ne sont pas marqués par une espèce encore une fois, de fantasme de la santé comme étant un monde clos, une cathédrale, et je dirais qu'il est plus laïque. C'est-à-dire qu'ils ont une vision des choses quand on discute avec le ministère de l'Industrie, par exemple. Ils voient aussi bien des gens qui travaillent dans le médicament que des gens qui travaillent dans l'industrie nucléaire ou l'industrie automobile ou le commerce. Et cette laïcité de point de vue, je trouve, apporte de la richesse au débat. Et je pense que les acteurs de santé à l'heure actuelle font une erreur en négligeant le rôle que peuvent avoir ces ministères, ou en minimisant leur rôle, ou en croyant qu'au contraire, ce sont eux qui prennent toutes les décisions. Sophie. Tu es en train de me dire que Beaupère. le 14 du Ken, c'est le ministère du non. Bah, pour moi, le ministère, enfin, le jour où on sera vraiment sur la notion de santé globale, je pense que la santé deviendra ce qu'elle a montré pendant la crise, c'est-à-dire un phénomène sociétal, et que on peut se poser la question de savoir ce qu'on va faire du 14 du Ken. Bonjour, la déléguée générale. Bonjour, Sophie. bonjour à tous les deux. Et justement, ça introduit pas mal ma question qui était plutôt, effectivement, qui portait sur la réforme du financement. Parce que il y aura des premières orientations qui vont être. Alors, on nous a annoncé, c'est plus fin juin, c'est fin juillet. Hier, c'est ce qui nous a été dit. Et en même temps, c'est vrai qu'on attend tous quelque chose d'ambitieux de cette réforme qui permettrait d'aborder les sujets qui ont été évoqués, notamment le fait de renforcer le travail collectif, quels que soient les statuts, et entre libéraux et établissements de santé, de ne pas louper justement le virage du paiement au forfait des parcours qui permettent de casser ces silos, et de ce que l'on voit, de la façon à la fois dont la mission est menée et de ce qui nous a par exemple été dit hier, on sent qu'il y aura peut-être un décalage entre nos attentes et ce qui va se passer, et donc potentiellement une déception. Donc je voulais avoir l'avis de Lamine là-dessus, sachant que on n'a pas encore eu de bilan qui nous a été présenté et qu'on aurait pu partager, de bilan de la T2A, des plus et des moins, de bilan aussi de la garantie de financement qui a eu le mérite d'exister, était nécessaire pendant la crise Covid, mais a eu aussi des effets négatifs pour les établissements dynamiques, notamment les établissements privés, tout statut confondu. Et je pense qu'on ne peut pas faire une réforme sans déjà avoir partagé un bilan de manière concertée. On est bientôt fin avril et ce n'est pas le cas. Merci. Merci Sophie, et merci pour ta bonne humeur, ton entrain et ta grande passion pour défendre
pour défendre ta branche et j'espère qu'un jour tu rejoindras celle de l'hospitalisation privée et qu'on puisse avoir une grande fédération avec le CINERPA également et vous, ça aurait du sens. Voilà, ça aurait du sens. Oui, non, mais notre président de la République, il est habité par, je ne sais pas, je pense que c'est sûrement son expérience terrain quand il va dans les hôpitaux. Il va trop dans les hôpitaux publics. Il va trop dans les hôpitaux publics. Je n'ai pas souvenir, peut-être il a été en privé, mais je n'ai pas souvenir qu'il ait fait de grandes visites dans nos établissements, parce que je pense qu'il aura un accueil différent. C'est ce que je disais sur, je dirais, l'envie de nos collaborateurs de travailler, la passion qu'il y a, et puis la paisibilité. Et c'est vrai, quand il va dans les hôpitaux publics, il est toujours harcelé sur le fait que c'est la T2A, c'est l'alpha et l'oméga de la souffrance de l'hôpital public. L'hôpital public est financé à T2A à hauteur de 53%. Et c'est vrai que Ma Santé 2022, on a oublié Ma Santé 2022, hein, mais c'est incroyable. Il y avait quand même un grand chantier Ma Santé 2022, c'était oublié complètement. C'était de passer à 50%. Bon, c'était pas énorme. Là, aujourd'hui, ils veulent la supprimer. Bon, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Qu'il y ait des amendements, certainement. Qu'il y ait des correctifs, certainement. Qu'il y ait des compléments, oui. Mais je ne crois pas que. Je ne pense pas qu'il soit possible ou souhaitable, notamment en court séjour, sur des activités, je dirais, techniques. Même la médecine, pour moi, est une activité technique aujourd'hui. Lorsqu'on prend en charge un patient en médecine 7-8 jours, il y a des actes techniques pendant le séjour ou des actes cliniques, mais c'est une séquence de soins qui est bien cadrée. Alors la chirurgie, j'en parle même pas. Avec la chirurgie ambulatoire, où c'est 80% de nos activités, je vois pas comment on pourrait être rémunéré autrement. Mais par contre, il y aura certainement des amendements ou des aménagements, pardon, excusez-moi, aménagements, pas amendements. Alors c'est vrai ça nous a été annoncé qu'en 2023, il ne se passerait pas grand-chose et que peut-être en 2024, on commencera à réfléchir. Donc moi, je sens aujourd'hui, par contre, là, la Républicaine, une grande détresse énorme de devoir mettre en place cette injonction présidentielle. C'est incroyable, je dirais, c'est la République. Mais il suffit qu'ils disent une chose le 6 janvier pour que ça nous occupe des mois, voire des années. Moi, je suis assez impressionné par cette puissance publique qui dit, tu l'as dit, sans évaluation. Et en miroir, il y a une réforme de financement et de tarification sur la psychiatrie et le SSR, dit aujourd'hui SMR, qui est toujours en calamité. Ça fait 10 ans que la réforme du SMR est en cours de réflexion, 10 ans que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une double échelle de pondération public-privé, c'est-à-dire que le même malade n'est pas coté de la même façon qu'il soit public ou privé. Double échelle de pondération médicale. Tu es médecin, donc pour toi, c'est un non-sens qu'un patient qui va dans le public soit catalogué d'une certaine façon et dans le privé et d'une autre. Et double échelle de pondération tarifaire. Double échelle de pondération tarifaire, je suis habitué. Hein. MCO, ça fait 20% d'écart entre les secteurs. Mais ça ne marche pas. Et moi, quand j'ai tendance à dire que dans mon activité, lorsque j'ai un projet qui date de 10 ans, c'est plus un projet, c'est un échec. C'est autre chose. Bien sûr. Donc, oui, sur cette réforme qui terrorise bon nombre de mes adhérents, moi, j'aurais tendance à dire que raison gardée. Sur la garantie de financement, je me rappelle très bien, hein, le mois de mai 2020, avec Christine Schibler et puis d'autres, toi, on a quand même inventé hein, au début de la crise, lorsque Olivier Véran nous a expliqué qu'il fallait déprogrammer la totalité des actes du vendredi au lundi pendant 2 mois, et on lui a expliqué comment on fait, quoi, cher Olivier. Et là, avec Nicolas Revel, hein, qui était à l'époque à la CNAM, c'est lui vraiment, c'est lui l'artisan. Voilà, c'est lui l'artisan de cette garantie de financement. C'est lui qui tout de suite nous a expliqué, non mais on va trouver des solutions qu'on a portées, mais dès le premier jour, il a été là. Donc Nicolas a été vraiment un acteur fort à cette période qui était trouble et on a oublié. Moi, je me rappelle en début de crise, les rues de Paris où marcher, c'était ville morte. On a oublié cette panique qu'il y avait et cette détresse. On l'a complètement oublié, et puis c'est bien parce que la nature humaine est positive et aujourd'hui, on reprend une activité normale. Mais cette garantie de financement, elle a eu des effets pervers. Elle a des effets pervers, c'est-à-dire qu'elle incite, je dirais notamment à l'hôpital public,
à revenir à un budget global et se dire j'ai des tensions, j'ai des difficultés, ben, de toute façon, je suis sous garantie. À peu près, pour comparer, 30% de mes adhérents sont en garantie de financement, 70% dans le public. Voilà. Donc, si tu veux, et ce n'est pas les mêmes montants, hein. Nous, c'est 15 milliards, le public, c'est 45 ou 50 milliards. Donc, ça fait un balancier, si tu veux, extrêmement lourd. Et ça me permet de reprendre ma petite casquette syndicale et de dire qu'est-ce qui s'est passé en 2022 sur l'exécution de l'Ondam. Ben, au mois de décembre, j'expliquais à tous ceux qui étaient, je dirais, autour des visios, parce qu'on était tendus avec la fin de l'année, j'expliquais que nous étions collectivement en sous-exécution. Et on m'expliquait que nous étions en sur-exécution. D'où je ne vais peut-être pas rentrer en détail, mais enfin, on est un auditoire de professionnels aguerris. Le coefficient prudentiel, le 0,7% qu'on nous présente en début d'année pour le volume, nous a été restitué à 50%, parce que nous serions en surexécution. Et les chiffres sont sortis, là aussi je m'interroge, ils sont sortis au mois de mars, comme si on ne savait pas le 2 janvier quel était le tas des décaissements, voilà, 3 mois après. Et, phénomène extraordinaire, nous sommes en sous-exécution, mais pas nous. Le privé lucratif, 150 millions de plus de sur-exécution, 400 de sous-exécution à l'hôpital public, malgré la garantie financement. Donc, globalement, moins de 650. Et là, chose extraordinaire, le ministre m'a dit, écoute, l'hôpital public, les pauvres, 1 milliard de déficit, toute la sous-exécution, je leur laisse. Et toi, ben non. Eh bien, travailler, plus, enfin, alors, on va me dire, la pertinence des actes, OK. Pour moi, les actes non pertinents, c'est 1%. Le dérive, c'est l'acte, voilà, 1%. Et si on laisse de côté cette dérive d'1% qui doit être traitée, mais c'est 1%, ben on a pris plus de patients, notamment en soins de suite. Alors, j'ai du mal à dire SMR, mais SMR, parce que les hôpitaux publics ne pouvaient pas les prendre, on a pu travailler. On a rendu service. Et là, on est pénalisé économiquement. Et, chose tout à fait extraordinaire, là je vais te rejoindre peut-être sur l'avenue Duquesne, qui m'explique, oui, tu as des tarifs qui sont en baisse parce que tu ne récupères pas les 0,35, mais tu te compenses sur les volumes. Je dis, mais attends, si le tarif ne couvre pas les coûts de production, plus je fais du volume et plus je perds de l'argent. Et je ne suis pas arrivé à faire entendre cette position qui était pour moi de bon sens. Tu te compenses sur les volumes. Ben non, je me compense sur rien du tout parce que les volumes, ils me sont imposés par, je dirais, et là je vais aussi un peu lâcher, le fait que l'hôpital public ne peut plus reprendre le chemin des blocs opératoires, le chemin de la rééducation, parce qu'ils sont rentrés dans cette espèce, et merci Sophie de me faire pousser ce coup de gueule, sur cette drogue de la garantie de financement du budget global. Donc, on Ou en une sort. vigilance à avoir sur la réforme et le risque que nous identifions pour un certain nombre d'acteurs d'un retour à la dotation globale. Exactement. Il y a Christine qui acquiesce, donc elle est à côté, donc je l'ai entendu. Bien sûr, bien sûr. Et cette dotation aussi, il y a un terme là, qui m'exaspère, c'est le terme de dotation populationnelle. Dotation populationnelle, qui est de dire je fais une dotation populationnelle pour réduire les inégalités territoriales en santé. Alors là, je suis d'accord. Ouais. Hein, bah oui, d'accord. Parce que si sur un territoire, tu as une espérance de vie qui est de moins 3 ou moins 4 ans par rapport à le Nord, voilà. Xavier Bertrand, d'ailleurs, en parlait dimanche. Oui. C'est normal qu'on mette plus d'argent. Voilà. Équitable. Voilà. Sauf que cette dotation populationnelle, notamment sur les urgences, elle est figée. C'est-à-dire que tu as une dotation qui a été actée sur des paramètres statistiques et non pas médicaux, mais on va progresser. C'est une statistique. Mais elle est figée. Donc, cette dotation, si tu travailles plus, ben, tu es perdant. Et si tu travailles moins, c'est une rente situation. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis extrêmement inquiet sur la dotation populationnelle, qui, de plus est, sera aux mains des ARS. Alors, vous savez que je soutiens l'action des ARS parce qu'ils ont tellement été malmenés pendant la crise que moi, je soutiens, c'est pas parce qu'ils étaient malmenés, c'est pas le problème, mais je soutiens la notion de juge et d'arbitre sur un territoire.
Pour moi, ça me semble important et que si je n'avais pas l'ARS sur un territoire qui me dise oui, qui me dise non, ce n'est pas Paris qui aurait la faculté de pouvoir le faire. Donc oui, mais sauf que c'est à la main des ARS et pire, c'est à la main de comités d'allocation de ressources avec un avis consultatif, mais qui est tenu très souvent, majoritairement par le service public, la FHR. Donc, et l'ARS, avec le temps, ça fait maintenant pratiquement 15 ans que j'ai un mandat national, avec le temps, c'est que je connais toutes les ARS. Et puis souvent, ils se recyclent. Hein, un qui était en cabinet, puis qui part après, ou en ARS, ou directeur d'hôpital, ou ceux qui sont à l'IGAS, après ils reviennent. Donc, je les connais tous, les directeurs d'ARS. Et ils me disent, tu comprends bien que les comités consultatifs d'allocation des ressources, je ne vais pas aller contre eux, parce que bon, des balles perdues, j'en ai marre d'en prendre, quoi. Voilà. Donc, ils suivent les avis consultatifs. La démocratie fait que la démocratie, elle est tenue, je dirais, par une représentation territoriale qui n'est pas le reflet, forcément, je dirais, des acteurs terrain. Voilà, ça, c'était mon petit coup de gueule. Merci, Sophie, de faire passer un petit message. Coup de gueule. Alors, on va passer la parole à Anne de Dan. Anne? Voilà, bonjour, merci à Lamine, merci à Olivier d'avoir organisé cette possibilité. Petite question extrêmement concrète. Lamine, donc le président a dit qu'il voulait désengorger les urgences avant la fin de l'année. Donc, comment comptes-tu y participer, enfin, côté Fédération hospitalière privée, d'une part, et de quoi as-tu besoin pour ce faire? Alors, déjà, oui, déjà, ouais, qui me permettent, si tu veux, de pouvoir fonctionner plus simplement. Aujourd'hui, on a des tensions hospitalières au service d'urgence qui sont très fortes, très, très fortes, avec un désengagement des médecins urgentistes lié à la pénibilité. Voilà, pénibilité. Et ce n'est pas les volumes, hein, ce n'est pas les volumes qui nous pénalisent aujourd'hui, parce que nos volumes, si tu veux, dans certains services d'urgence du privé, on est, mettons, à 15 000, 20 000 passages. Donc, ce n'est pas le volume qui nous pénalise, c'est la fatigabilité, les 10 gardes, si tu veux, par mois, des médecins urgentistes libéraux. 10 gardes, c'est 240 heures. Voilà, c'est à peu près ça, la réalité. Et des fois, c'est 12, et des fois, c'est 14. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver de confrères pour les remplacer. Donc, c'est cette pénibilité-là qui me soucie. Ce n'est pas le volume. Parce que le volume, je pense qu'on pourrait faire plus et prendre plus de patients. Sauf que la pénibilité, l'absence de médecins, de renouvellement sur les plannings de garde, fait qu'ils n'en peuvent plus. Voilà. Et je suis, alors, naturel, jamais inquiet, parce que le pire n'est jamais certain. Mais l'été qui arrive, va être compliqué parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, médecins gentils salariés qui font qu'ils font 3 à 4 gardes et puis après ils passent ailleurs. Il n'y a plus cette notion, je dirais, de personnalisation d'équipe de médecins. Voilà, oui, tenez, moi, mes services d'urgence, j'en ai 4, ils sont tenus par 3-4 médecins. Mais il suffit qu'il y en ait un qui soit ou en difficulté médicale ou en souci personnel, parce que aussi on n'en parle pas, mais il y a une détresse des professionnels de santé qui est très forte, très très forte. Et moi, je le vois au quotidien, il y a des médecins qui sont vraiment en difficulté également parmi nos collaborateurs, hein, salariés, mais il y a beaucoup de médecins libéraux et ça, pour moi, c'est aussi une souffrance parce que je me dis, punaise, ils font un métier qui est extraordinaire et pour arriver à avoir une telle dégradation de leurs conditions de travail, humaines, professionnelles et sociales, je me dis qu'on déconne collectivement. Il y a un truc qui ne va pas. Ouais, et on travaille avec la ministre tout à fait sur la prévention parce que c'est pour moi un souci majeur. Donc, comment je vais faire pour désengorger bon, moi, j'aurais tendance à dire, au contraire, venez chez nous, quoi. Voilà, venez chez nous. Venez chez nous. Alors, bien sûr, il faut modérer mes propos, hein, parce que quand je dis ça, on m'explique, non, mais attends, tu ne te rends pas compte. Non, je dis que lorsqu'il y a matière, je dirais, à avoir une activité de déploiement et de réponse, il faut qu'on soit encore plus présent. Par contre, je vois, moi, non pas une concurrence, mais un peu quand même, sur ces centres d'accueil non programmés.
sur ces CPTS qui se structurent avec des accueils de médecins. Voilà. C'est j'ouvre une consultation programmée j'ouvre une consultation programmée, mais de 8h à 18h, puis après le soir, tu prends. Et financé, je dirais, par des dotations vraiment importantes. Rappelez également que les agents du privé, c'est pour tous. Voilà, c'est pour tous et accès, non pas gratuit, parce que ça n'existe pas, mais accès en tiers payant. Voilà, tu n'as pas de dépassement, tu n'as pas de reste à charge, et c'est une urgence pour tous. Donc, je ne crois absolument pas, pour répondre à ta question, au désengorgement des urgences. Je n'y crois absolument pas. Je ne crois absolument pas que 600 000 de nos concitoyens auront à la fin de l'année un médecin traitant pour les affections de longue durée. Mais je pense que ça fait partie aussi de la malice de notre président, qui est d'annoncer des choses que seuls les non-professionnels peuvent croire. Et c'est là où tu te dis, nous qui sommes professionnels du secteur, on sait que ce n'est pas possible. Et tu te dis, lorsqu'il aborde d'autres thématiques, pour lesquelles on n'est absolument pas, je dirais, au fait de la réalité, mais tu y crois. Tu y crois. Tu te dis, finalement, si sur la santé, tout ce qu'on annonce est totalement inatteignable, sur d'autres sujets, tu te dis, oula, saurions-nous manipuler? Là c'est moi qui fais, je dirais, qui dit Joker. En tout cas, non, je crois qu'il a au moins un avantage, c'est de fixer au moins des caps. Oui. Et tu le rappelais, ce que Ma Santé 2022, il a fixé des caps et il y a un certain nombre de choses qui ont bougé. Oui. Et sur ce plan-là, au moins, ça fait partie des choses qui sont des choses positives qu'on n'a pas connues, par exemple, avec, tu le rappelais tout à l'heure, avec Marisol Touraine, qui a fait un blocage total du système et qui a coincé le tout. Alors, on a un médecin. Excuse-moi, je suis pas psychologue, mais bon, moi, je suis style psychologie de comptoir. Tu sais, là, je suis pas mal gala ou je suis pas mal là-dessus. Mais en termes de sociétal, avec Marisol Touraine, pendant 5 ans, on en a pris plein la gueule. Moins de 10% de tarifs, les médecins étaient bridés, l'hospitalier public était bridé, et personne ne disait rien. Personne ne disait rien. Donc, tu peux te demander, en termes, je dirais, sociologie, c'est quand même extraordinaire. On a, bien sûr qu'on a combattu, on était dans la rue, bien sûr, mais nos personnels, on leur disait, ben non, tu as 0% d'augmentation de salaire. Pendant 5 ans, moi, je n'ai pas octroyé au niveau de la branche la moindre augmentation de salaire parce que j'avais des budgets négatifs. Mais il n'y avait pas plus de grève, pas plus. Donc, tu te dis, mais c'est quand même bizarre. Une espèce de masochisme. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça m'interpelle. Alors, on va passer la parole à Jean-Paul Ortiz. Oui, bonjour, bonjour Lamine et bonjour. Ça y est. Bonjour Olivier. Alors, une réflexion et une question. La réflexion, tu en parlais à l'instant, Lamine, je suis frappé dans ce que je vois autour de moi, parce que je reste très engagé dans le secteur, par ce désengagement professionnel qui touche pas uniquement les médecins urgentistes, qui touche tous les professionnels de santé. Bien sûr les médecins, mais aussi, et tu le sais comme moi, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Et on a tous, malheureusement, dans nos établissements de soins, y compris des secteurs, des aides de cliniques, qu'on a été obligé de fermer parce qu'on manquait de personnel. Et de ce point de vue-là, et je reviendrai à la problématique des médecins libéraux, pour moi, l'échec de la négociation conventionnelle, c'est vraiment un mécanisme perdant-perdant. Et je crois que le gouvernement n'a pas saisi la crise qu'il y avait chez les médecins libéraux. Il n'a pas saisi l'ampleur du malaise, le manque de reconnaissance après l'engagement, en particulier sur Covid. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est extrêmement préoccupant. Alors, tout à l'heure, notre ami Benoît Péricard parlait du statut unique. Tu le sais, moi, c'est une idée que j'ai portée avec lui, d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive vraiment à être beaucoup plus disruptif, y compris sur les modalités de financement des médecins.
Tu parlais des urgences. Il y a une chose que tu n'as pas du tout abordée, c'est la modification de tarification des urgences, en particulier pour les médecins. Et je continue à penser que c'est un des éléments, ce n'est pas le seul, hein, mais c'est un des éléments très défavorables sur le secteur des médecins urgentistes. Alors après, les problèmes sont complexes, mais je voudrais revenir au thème que Olivier avait choisi, que je trouve extrêmement pertinent. Quelle solidarité entre acteurs de soins sur le terrain? Est-ce que, et c'est là ma question, est-ce que pour construire une réponse aux besoins de la population dans les territoires, entre les différents acteurs, que ce soit les différents acteurs de soins, que ce soit la médecine de ville, que ce soit l'hospitalisation privée et ses médecins libéraux, que ce soit l'hospitalisation publique, que ce soit éventuellement les ESPIC, est-ce que finalement on ne pourra y arriver que si nous considérons que tout le monde partage des missions communes et que de ce point de vue-là, il faut considérer à la fois que chacun doit pouvoir accéder à un certain nombre à la fois d'équipements techniques, de plateaux, etc. Bref, doit pouvoir être traité de la même façon pour les autorisations. Et tu sais très bien que chaque fois qu'on a une autorisation obtenue en secteur privé, c'est au prix d'un combat énorme parce qu'on part avec un désavantage certain. Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrive sur ces missions communes, probablement pas surtout, à une allocation de ressources qui soit la même et qui soit partagée entre les différents acteurs? Parce que je ne vois pas comment on peut arriver à une solidarité, à une construction commune sur les territoires, et j'insiste sur la notion de territoire, si d'emblée, on ne partage pas, pour prendre une comparaison rubistique, et on le partage, si on ne partage pas le même terrain et le même ballon, s'il y en a un qui a un ballon rond et l'autre qui a un ballon ovale, c'est pas possible. Bon. Donc je pense que de ce point de vue-là, construire ensemble dans les territoires, ça devrait passer, me semble-t-il, je voudrais savoir ce que tu en penses, par vraiment une attitude très disruptive sur ces deux grands thèmes, autorisation et allocation de ressources, en tout cas sur des bases communes. Alors moi, je rêve, et tu le sais, qu'une autorisation, un équipement lourd, par exemple, ou autre, soit donnée au meilleur dossier et pas au statut. Voilà, parce qu'on a tellement eu d'imagerie qui est partie dans le public, IRM, scanner, avec, je dirais, la volonté du public de thésauriser ces autorisations et de ne même pas les mettre en œuvre parce qu'ils n'ont pas les moyens ou les moyens financiers, mais surtout les compétences médicales, notamment en radiologie, où c'est quand même le privé qui a les plus grandes disponibilités. Donc voilà, moi, je rêve de ça. Oui, allocation de ressources. Sur la rémunération des médecins urgentistes, c'est aujourd'hui à peu près, on a fait une petite étude, c'est 50 € par passage. Voilà, à peu près. Quand tu ajoutes l'ensemble des majorations de nuit, c'est une moyenne, hein, majoration de nuit, âge, etc. Mais au-delà de cette rémunération qui, effectivement, a créé une peur et un désengagement. Oui, ça, c'est indéniable. Mais je vais te livrer un petit calcul que nous avons fait sur Montpellier et ce serait le même sur Perpignan. Parce que sur Perpignan, vous avez aussi des services d'urgence privés qui sont le pendant du public. Mais sur Montpellier, les réflexions du PRS aujourd'hui nous ont amené à constater l'activité. Le CHU de Montpellier, c'est 135 000 passages par an. 135 000. D'accord ? Les 3 établissements privés de Montpellier, c'est 132 000 passages. Alors, après, on va me dire, oui, mais toi, tu ne fais que de la consultation de la bobologie. Eh bien, la CCMU 4, qui est le niveau le plus important de sévérité, il y a plus de CCMU 4 dans le privé que dans le public. On est, admettons, à 2,5%, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus 20%, et le public est à 2%. Mais il y a plus de cas graves dans le privé que dans le public. Et cette CCMU, elle est, je dirais, incontournable. Enfin, tu peux pas arranger les chiffres. Et quand tu fais le coût, et c'est là où je te rejoins, l'allocation des ressources, quand on additionne nos dotations populationnelles et urgences, le forfait ATU, les honoraires des médecins, on arrive sur Montpellier à 10 millions d'euros. Le CHU, 20 millions d'euros. Même activité, 20 millions d'euros. Et il n'y a pas, je dirais, de loup dans cette étude, c'est le double. Le double. Alors, si tu veux, pour désengorger les urgences,
Oui, mais déjà, il faudrait qu'il y ait une allocation de ressources qui soit la même. Donc, je dirais, cette inégalité, inéquité, moi, me rend aujourd'hui complètement fou. Parce Pourquoi que tu n'en parles plus, Lamine, de la convergence? Alors, j'ai bien vu que tu mettais ça sous le tapis. J'ai bien compris que c'était un problème de stratégie politique. Moi, je parle plus de convergence. Je parle d'une allocation de ressources à la mission qui soit équivalente. Alors, tu vas me dire, ça revient un peu à la même chose. Mais c'est un combat que tu as abandonné là, sur les derniers mois, les dernières années, ce qui, moi, m'étonne. Oui, parce que j'ai appris, si tu veux, peut-être que de prendre des portes dans la gueule en permanence, ben, ça ne faisait pas avancer forcément. Ça faisait pas forcément avancer la cause. Et puis abandonner, ça fait mal, quoi. Voilà. Mais je pense que je vais reprendre cette égalité d'allocation de ressources. C'est ce que tu as clairement exprimé. Et c'est un terme qui est beaucoup plus soft, je pense, et entendable par la puissance publique. Mais si tu veux, tant qu'on n'aura pas défini les mêmes missions, les mêmes services dans les deux secteurs, on me taxera toujours de ne pas être là à 4 heures du matin, de ne pas être là le dimanche soir, ou enfin, tu connais toutes les histoires de chasse qui nous polluent en longueur d'année, parce que comme je dis toujours, il y a une défaillance du secteur privé sur une thématique, on va devoir attendre sans défaillance du secteur public pour qu'on parle de ces défaillances-là. Mais nous, il suffit d'une fois, d'un jour où on ne répond pas pour que ça sorte pour qu'on me le ressort pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans. Donc oui, je veux reprendre cette égalité d'allocation de ressources, tu vois, et sur les urgences, factuellement, on y arrive. Et puis c'est vrai que cette convergence tarifaire hein, qui était écrite dans les textes lorsqu'on est passé à la T2A en 2005-2006, qui a été, vous le savez, supprimée par Roselyne Bachelot. J'aime beaucoup Roselyne, surtout qu'il y a Béatrice qui est à côté de moi, Béatrice Noëllec, donc il ne faut surtout pas que je le dise du mal de Roselyne Bachelot. Mais là, elle est passée à côté en supprimant la convergence tarifaire intersectorielle. Mais c'était un autre temps, je n'étais pas aux affaires. Donc, je ne peux rien dire. Mais oui, tu as raison, parce qu'on ne peut pas continuer, je dirais, à se faire marcher dessus et en plus à avoir le mauvais rôle, quoi. Voilà, le mauvais rôle. Alors qu'on est vertueux, qu'on coûte moins cher, etc. On le sait. Donc oui, je suis d'accord avec toi sur l'allocation de ressources, sur des missions communes. Et c'est pour ça que je dis, moi, même droit, même devoir, même patient. Voilà, même patient. Parce que le patient, on a un peu tendance à, non pas l'oublier, hein, c'est pas parce que je veux dire, sans le patient ou le client, peu importe, on n'existe pas. Mais que ce soit le patient qui soit au centre, je dirais, de l'écosystème et qu'on puisse avoir les mêmes missions. Moi, j'en rêve, hein, Jean-Paul, tu sais que si mon groupe, je l'ai développé dans les territoires isolés, c'est que j'y crois et que être au plus près de la population et cette notion de service public hospitalier, tu l'as dit, on accueille le public. On accueille le public, donc on est service public. Je comprends même pas, et je comprends même pas qu'il puisse y avoir débat là-dessus. On est service public. Tourne comme tu veux. On accueille du public qui arrive en nous faisant confiance, je dirais, avec sa carte vitale et qui ne sait pas forcément. Parce que là aussi, nous, on est des sachants. Tu vas te faire opérer, si tu dois te faire opérer, tu vas savoir, tu vas connaître tout le CV de ton chirurgien. Mais le patient qui arrive avec sa petite carte vitale aux urgences, il ne connaît pas et il fait confiance à l'institution. Voilà, il fait confiance à l'institution. Et moi, ça me désole et ça me, non pas me déprime parce que c'est un sentiment que je ne connais pas forcément, ou du moins quand j'ai un coup de mou, je pense que ben voilà, on se retrouve autour d'un bon verre et puis on passe à autre chose. Mais ça me met hors de moi. Voilà, ça me met hors de moi. Cherchez le mot, ça me met hors de moi parce que c'est pas possible. Il va falloir qu'on réfléchisse. Ce serait peut-être un travail qu'on pourrait initier chez NIL. C'est réfléchir justement de cette notion, de passer de cette notion de service public à la notion de service au public, Oui. Qui permettrait justement de faire un lien entre tous les acteurs et pas simplement d'avoir cette espèce de guéguerre stérile qui est alimentée en particulier par un certain nombre de décideurs entre des mondes qui sont complètement complémentaires, comme l'a montré la crise, qui peuvent être aussi bien du domaine des ESPIC que du domaine du privé lucratif que du domaine de l'hôpital public. Et ça permettrait aussi de faire une cohésion avec tout ce qui concerne le médico-social. Et Dieu sait s'il y a des choses à faire et à réformer sur cette notion de médico-social dans la dimension justement d'apporter un service au public.
Alors, vous savez que au Café Nil, on aime bien tenir les 10:00. On est à 10h. Café time, café time. Voilà. On a des croissants, nous. Je ne sais pas si chez vous avez des croissants, mais nous, on a des cafés croissants. On est bien reçus chez toi. Merci, Olivier. Ben, c'est un plaisir. Merci à tes collaborateurs. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Voilà. C'est vraiment un plaisir de vous écouter tous. C'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien de décalaminer un peu les. Voilà, parce que. Mais je tiens à rendre un hommage particulier à une ministre qui est au 14 week-end et qui fait ce qu'elle peut et surtout, encore une fois, qui met beaucoup de courage et beaucoup de passion dans tout ce qu'elle fait. Et si je peux me permettre, si je pouvais donner un conseil au reste de cette honorable maison, c'est de suivre un peu l'exemple d'Agnès Firmin-Lebaudot et de retrouver cette pêche, cette volonté qu'elle a pour emmener la santé dans quelque chose près des acteurs. Je suis d'accord avec toi parce qu'elle est pharmacienne en plus. Et en tant que médecin, tu sais que j'ai toujours beaucoup aimé les pharmaciens. Donc, voilà. Non, la pharmacienne, c'est l'épouse du pharmacien. Ah, mais non, réglementaire. Ah, voilà, on va rentrer dans un débat d'égalité. Non, c'est comme. Bon, d'accord. Elle est pharmacienne. Merci, Béatrice. Alors, juste une petite annonce. Donc, la semaine prochaine, mercredi prochain, on reçoit Anne-Marie Armenteras et Stéphane Pardou, qui sont respectivement la présidente et le directeur général de l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance. Anne-Marie a un passé passionné aussi et passionnant Oui. de décideur de santé. C'est une grande dame de la santé. Ça nous fait un immense plaisir qu'elle soit avec nous mercredi prochain, donc 8h30. Je vous donne tous rendez-vous à ce moment-là. Merci de votre présence, merci de vos questions, merci de tout l'intérêt que vous portez aux questions de santé. Et on sera toujours là chez NIL, justement, pour passer les messages et faire en sorte d'essayer de faire avancer les choses. Au revoir à tous. Au revoir, merci.